Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes bien là, vous. Merci. Oui, si le générique n'est pas là, moi je suis là. Vous êtes là. C'est l'essentiel. Oui. Haut commissaire au plan, maire de Pau, merci d'être là. Je ne sais pas s'il y aura des manifestations dans votre ville aujourd'hui. En tout cas, il y a une grève à l'éducation nationale. Il y aura sans doute des pancartes qui évoqueront Ibiza, évidemment relativement aux vacances prises par Jean-Michel Blanquer, ce qui a provoqué, vous le savez, une belle controverse. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a donné des bâtons pour se faire battre dans cette affaire, politiquement ? D'abord, je ne suis pas dans le secret ou dans l'intimité de Jean-Michel Blanquer, mais ce qu'on a compris en lisant les journaux, c'est que c'était 4 jours de voyage de noces, puisque c'était son mariage. Et donc, qu'on puisse prendre 4 jours entre Noël et le 1er de l'an, quand on a à célébrer ou fêter un événement familial qui a son importance, ça paraît pas absurde. Après, vous savez très bien, pardon, ça n'est pas la question. La question, c'est la concomitance entre ces vacances à Ibiza et la rentrée scolaire. Le fait qu'il ait annoncé un protocole très compliqué, mais de facto très compliqué, depuis ce lieu de vacances. C'est ça le problème. Ceci est une deuxième question. Le fait que les décisions, les règles, les normes soient prises tard et soient prises tellement complexes que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'y retrouver, c'est ça la véritable question. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes de préoccupations. Première préoccupation, l'école. Deuxième préoccupation, le sanitaire, qui est dirigé par, comme vous savez, toutes les instances qui, en France, s'occupent de la santé. En tout cas, l'idée que on puisse se perdre dans la complexité des choses, il faut que tous les responsables comprennent que c'est une des raisons pour lesquelles les gens se détournent de l'action publique, des grandes orientations, des décisions qui sont prises. La bureaucratie. C'est tellement compliqué, tellement bureaucratique, tellement bordé de tous les côtés, ceinture et bretelles, comme on a l'habitude de dire, que les gens, et vous et moi, aucun d'entre nous ne s'y retrouve vraiment. Et ce travail, qui est un travail de lisibilité, des décisions qu'on prend, ce travail, pour l'instant, n'a pas été fait comme les Français l'attendraient. Et donc, vous comprenez l'exaspération des parents, des profs, je comprends qui parce manifestent que je vois, encore aujourd'hui. Je vois très vous voyez bien à Pau. de moi. Mais oui. Je ne crois pas que ce soit par des manifestations que ça s'arrange. Ça traduit un état d'esprit. Mais vous voyez bien que les questions qui se posent à l'école sont des questions beaucoup plus larges et beaucoup plus fondamentales pour la société française. Bien sûr, c'est un organisme que vous connaissez bien pour l'avoir dirigé pendant plusieurs années. Et il est sensible et très sollicité depuis le début de la crise. En tout cas, vous dites, il y a eu là un excès de zèle, ou en tout cas un défaut, c'est pas un excès de zèle. Défaut de simplicité dans la décision qui a été prise et par Jean-Michel Blanquer et sans doute Olivier Véran d'ailleurs. Oui, en tout cas, mesures sanitaires. On renvoie toujours ça sur les ministres, alors qu'il y a beaucoup d'autres organisations administratives et normatives que les ministres ne contrôlent pas toujours directement. Ouais. Un mot de l'école. Valérie Pécresse a regretté mardi soir la fermeture par Jean-Michel Blanquer dans la réorganisation du bac de la filière S, dont elle a dit, elle est sans doute issue, que c'est la filière des bons élèves. Est-ce que c'est une phrase que vous approuvez, dans le fond ? Non. Non. Alors, je vais vous dire 2 choses. Le bac que Valérie Pécresse a défendu, c'est le bac que j'avais créé. Le bac S, le bac S, L, E, S. C'est une organisation que j'avais mise en place comme ministre de l'Éducation. Deuxièmement, pourquoi l'avais-je mise en place ? Pour une raison simple, je voulais que tous les dons soient également respectés. Que tous les talents, toutes les préférences de culture soient également respectées. Oui, elle dit que c'était la meilleure. Et que on ne concentre pas dans une seule filière tous les, entre guillemets, bons élèves,
C'est une expression sur laquelle je ne suis pas très à l'aise parce que souvent les bons élèves, c'est les fils des familles qui ont pu les aider. Ils sont les matheux. Et donc, je ne voulais pas qu'on concentre et on avait réussi à créer 3 voies de dignité égale. Je suis... ça a été dévoyé alors. J'aime beaucoup les sciences, mais je suis un littéraire. Mais est-ce qu'il y a eu un de dévoiement formation. donc il y a eu un dévoiement, puisque c'est de fait... Oui, il y a eu des dévoiements au travers du temps. Mais il y a une chose qui manque, me semble-t-il, c'est un tronc commun sur lequel on puisse être assuré que, au fond, toute la nation, tous les jeunes de la nation ont le minimum vital pour traverser la vie. Et dans ce tronc commun, il y a des aspects d'expression, la langue, la maîtrise de la langue, la capacité de dire ce qu'on a en soi. Vous savez, très souvent, les violences des jeunes viennent de ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ce qu'ils ont en eux, alors ça explose. Oui. Et donc, la langue, c'est très important. Ce qu'on appelle littéraire, c'est très important. D'où les concours d'éloquence, d'ailleurs, qui ont beaucoup de succès. Oui, et dans laquelle Pau a eu cette Mais année est-ce que une place c'était à tout à fait droit, éminente. est-ce que c'est à droit de valoriser à ce point ceux qui sont bons en maths? C'était ça ma question un peu basique, pardon. Vous voulez dire, est-ce que les maths sont la voie de l'excellence? Oui. Ça ne peut pas être la seule voie de l'excellence. Croire que c'est une seule voie qui donne l'excellence, c'est se tromper. Et donc, ce que je préconise, c'est un tronc commun dans lequel il y a le minimum vital, le viatique pour aller dans la vie, et puis ensuite des voies dans lesquelles chacun exprime ce qu'il a de meilleur. Et la concentration en une seule voie dite d'excellence ne va pas. Alors autre chose, mais ça préoccupe évidemment en premier lieu les Français, c'est le pouvoir d'achat. Que faire face à la nouvelle hausse record de carburant? Faut-il que le gouvernement envisage une nouvelle mesure d'urgence, François Bayrou? Ce qu'il a fait sur l'énergie en particulier, sur l'électricité en particulier, est sans aucun précédent. Oui, mais est-ce qu'il doit... Ma question, c'est est-ce que... Non, mais laissez-moi le dire. Il y a eu le chèque énergie, il y a eu le chèque inflation. Non, il y a beaucoup plus que ça. Si on avait laissé jouer les mécanismes prévus par toutes les règles et toutes les lois, l'électricité aurait augmenté de 45%. 44,5%. Et le gouvernement est intervenu avec force, et en dépensant ou en mettant sur la table beaucoup d'argent, pour que la hausse qui aurait dû être de 45% soit une hausse de 4%. Ça, ce sont ceux... C'est bon pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Et c'est un énorme effort. Mais tout le monde utilise l'électricité pour son ménage, pour les machines à laver, pour... D'accord. Mais je vous parle, moi, du prix à la pompe. Le prix du carburant. C'est nouveau record. 1,68 en moyenne, le samplon 95. Les Français... sont à nouveau frappés par cette hausse et empêchés. Est-ce qu'il faut un nouvel effort du gouvernement? Même s'il en a fait, il a dépensé plus de 10 milliards déjà. Oui, vous voyez bien. Est-ce qu'il faut qu'il vous formulez pourquoi ça explose? Parce que le prix des hydrocarbures dans le monde a explosé. Oui. Et c'est probablement pas fini. Parce que, comme vous savez, à la fois la préoccupation de décarboner la vie de tous les jours et les marchés du monde et les interventions sur les marchés du monde font que, en effet, ce prix-là augmente. Donc, je ne crois pas qu'on le fera baisser beaucoup, mais j'ai toujours plaidé pour des mesures de régulation. Je crois d'ailleurs que le ministre de l'économie a dit qu'il surveillait ça au jour le jour. Il a dit je ne ferme pas la porte. Il a raison de ne pas fermer la porte. Il a raison d'envisager une aide. C'est ma question. Je ne dis pas que ça doit se faire sous forme d'aide. On peut avoir des modulations des taxes. On peut avoir... J'avais plaidé pour des mécanismes de régulation au début des Gilets jaunes ou avant les Gilets jaunes. Oui. Vous vous en souviendrez peut-être. Et donc, peut-être on peut travailler sur ce sujet-là. Donc, vous êtes favorable à, à ce jeu sur les taxes qui est très coûteux pour les caisses de l'État? Vous voyez bien, tout le monde dit il faut intervenir. Et personne n'est capable de mettre sur la table l'argent nécessaire. Pour la raison que nous savons, c'est-à-dire qu'il y a à reconstruire des pans entiers de l'économie française. Oui. Et c'est le travail que nous faisons au commissariat au plan avec toutes les idées de reconquête de la production. D'ailleurs, Valérie Pécresse, pour le coup, a dit qu'il n'y a pas de solution à court terme. Elle l'a admis, donc elle a raison. La candidate à l'Élysée a eu raison d'admettre
que elle est contre la politique du chéquier et elle n'a pas de solution à court terme. Accès d'honnêteté intellectuelle. Oui, si on veut. Non. L'Europe. Emmanuel Macron et ses adversaires politiques ont-ils donné une bonne image de l'Europe hier au Parlement de Strasbourg? François Bayrou. Les adversaires du président de la République ont, de l'avis unanime, donné une mauvaise image de la France, pas de l'Europe. De la France en Europe. Et vous avez entendu, sans doute, le nombre de députés européens, y compris très, très sympathisants de la France, très francophiles, qui ont dit « mais on ne peut pas se comporter comme ça ». On est au début d'une présidence, c'est-à-dire au moment où celui qui va avoir pendant 6 mois le pays et le président, qui va avoir pendant 6 mois la responsabilité de la conduite de l'Union européenne, vient donner son programme. Et vous avez entendu son discours, il n'y a pas un mot de politique française dans le discours qu'il fait. Le discours, c'est un discours sur les grands buts de l'Union européenne, sur ce qu'on va en faire, sur comment on va intervenir. D'accord, il a pris le risque de cumuler cette présidence française de l'Union européenne. Il aurait pu ne pas le faire. Elisabeth Martichoux, mais non, comme ça a déjà été fait. Excusez-moi, vous dites... Et en même temps qu'il achève son mandat. Donc il s'expose de fait à ce que ce soit aussi instrumentalisé. Votre affirmation n'a pas de sens, je vous le dis amicalement. Ça n'a pas de sens. Vous n'imaginez pas que la France va dire, excusez-moi, c'est notre tour, une fois tous les 13 ans, d'être à la tête des institutions européennes, de présider l'Union européenne, mais on ne va pas le faire parce qu'on a une élection pendant ce mandat. Il trouvait que ça a un sens de prendre une présidence de 6 mois, dont on ne sait pas si elle va durer finalement que 3 mois. La France, honnêtement. Excusez-moi, la France a des responsabilités internationales et des responsabilités dans l'Union européenne. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant qui a des responsabilités. C'est la France qui a des responsabilités. Si on n'est pas un pays capable de mettre un tout petit peu entre parenthèses nos querelles internes médiocres, parce que beaucoup des accusations étaient médiocres, c'est pas moi qui le dis, c'est la présidente du Parlement européen qui le dit. Et donc, franchement... Respecter l'Europe, d'un certain point de vue, certains peuvent dire, pro-européens convaincus, respecter l'Europe, ça aurait été effectivement de décaler cette présidence pour qu'il n'y ait pas ce cumul, ce risque de... Regardez ce qui s'est passé hier. Pro-européen convaincu, j'estime l'être autant que qui que ce soit dans le champ démocratique. Je considère que nous avons des institutions et que ces institutions sont faites pour être respectées. Ils ont fait une faute hier, ceux qui ont utilisé cette tribune sans aucun doute, pour interpeller le président français. L'ensemble des parlementaires européens a ressenti cette attitude comme une faute, comme une mesquinerie, comme quelque chose de médiocre, alors qu'on débattait de ce qui est à peu près essentiel, c'est-à-dire de la confrontation entre le projet européen de société, de civilisation, de droits de l'homme, et les pressions du monde. Et dans cette affaire, on se retrouve avec des querelles et des mots qui, franchement, n'étaient pas à la hauteur. Tout le monde l'a ressenti. Et je trouve que le président de la République s'en est très élégamment tiré. Avec ce qu'il faut de petites pointes d'acidité pour montrer que ce n'était pas tout à fait passé inaperçu, et en même temps une maîtrise des dossiers dont vous avez peut-être vu que tous les parlementaires européens lui ont rendu hommage. Vous auriez voté pour la présidente du Parlement, Roberta Metsola, d'origine maltaise, hostile à l'avortement? C'est un accord entre groupes et je n'ai jamais été partisan de ce type d'accord entre groupes. Vous vous souviendrez peut-être... Je te donne ça, vous vous souviendrez, voilà. Ouais. J'ai toujours trouvé ça pas à la hauteur. Vous vous souviendrez peut-être que, parlementaire européen à l'époque, j'avais présenté la candidature de Geremek, de Bronislaw Geremek, qui était un de ceux qui avaient construit dans son pays, la Pologne, le destin européen de cette Europe plus orientale et tellement martyrisée. Et puis ça a été battu par un médiocre accord d'appareil. Là, c'est un accord d'appareil qui ne vaut pas mieux que ça. C'est un accord d'appareil et rien d'autre. Oui, et donc je trouve que c'est pas formidable.
Alors peut-être cette jeune femme est sympathique, je ne la connais pas, elle a l'air... Mais vous regrettez quand même que ce pétulante. soit le produit de cela. On rappelle que le groupe Renew, celui des macronistes, a effectivement fait un accord et est a entré finalement dans voté. un accord Voilà. majoritaire Ouais. qui avait été fait par les socialistes et le Parti populaire européen, la droite européenne. Est-ce que le président de la République française, là pour le coup, doit attendre un allègement des contraintes sanitaires qui se profilent peut-être à échéance d'une ou 2 semaines pour se déclarer candidat? Est-ce que c'est un critère Non, de calendrier? non. C'est quoi le critère alors? Tous les présidents de la République sortants qui se sont représentés ont annoncé leur candidature quelques semaines à peine avant le début de la campagne électorale. Pourquoi ? C'est très simple, parce que dès l'instant qu'ils annoncent leur candidature, ils n'exercent plus tout à fait leur présidence de la même façon. Parce que dès cet instant-là, vous êtes sous la pression d'attaques encore plus virulentes qu'elles ne l'étaient avant, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Donc, Le plus tard vous voyez possible bien. Pour vous? Non, je dis pas ça. Non, il y a une zone d'équilibre qui se situe quelques semaines avant le début de la campagne et qui est très intéressant parce que pour moi, l'annonce d'une candidature, c'est pas quelque chose de banal. C'est le basculement dans un autre temps politique. Et ce temps politique, c'est celui de la vision de l'avenir. Quand on est président, on gère, on essaie d'assurer le présent, de faire face. Et on répond Et aux quand on est questions candidat, posées. on donne des perspectives. Et quand on est candidat, on entend dans tout à fait autre chose qui est une vision de l'avenir. Alors, on redescend un peu, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes radin, François Bayrou? Je crois pas, non. Pourquoi ? Parce que certains le disent. Voilà, cette citation dans Le Parisien que vous avez lue hier matin, signée d'un macroniste anonyme. Le modem, c'est des pinces. Bon, c'est une expression. Un radin, on dit que c'est une pince. Bayrou, c'est Picsou. Pire, c'est Gripsou. Alors, attendez. Parce qu'il paraît que vous refusez de contribuer au financement de la Tout campagne ceci, électorale d'Emmanuel Macron. je ne participe à aucune médiocrité, si je peux. Hein, c'est pas facile, Ouais. parce que c'est un monde dans lequel l'abondance est plutôt du côté de la médiocrité que du côté de la générosité ou d'une certaine hauteur de vue. Je ne participe à aucune médiocrité. Mais c'est vrai que je n'aime pas le gaspillage de l'argent en politique. Financer une campagne, c'est pas Je du suis à la gaspillage. tête du seul parti politique, je crois, français qui n'a pas de dette, qui a constitué un patrimoine au travers du temps. Et ce patrimoine assure sa liberté. Et je ne suis pas pour les campagnes électorales chères. Je n'aime pas. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit à l'AREM qui vous réclame un peu d'abord, d'argent? personne ne m'a réclamé quoi que ce soit. Et je dis simplement, ne dépensons pas trop, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. Et dans ces dépenses raisonnées, naturellement, nous prendrons toute notre part de responsabilité. Mais vous voyez bien que le genre de papier que vous citez n'est pas tout à fait, me semble-t-il, à la hauteur de l'événement. Oui, ça vous a déplu. Oui. Franchement, vous avez On boudé. s'en fiche, mais ça, Hein, ça nous a dépassé. Et Édouard Philippe, il boude aussi? Ben, vous avez fait des tonnes et des tonnes de papiers, d'éditoriaux sur Édouard Philippe s'en va, il quitte la maison commune. Puis il a annoncé hier, ou en tout cas son mouvement politique en constitution, a annoncé hier que pas du tout, il reprendrait toute sa place. La brouille est terminée. Oui, La bouderie est terminée. Je vais essayer de vous le dire à ma manière. Alors en 2 secondes. Ma manière, en 2 secondes, c'est on a un devoir, c'est l'unité. Un seul devoir. Le champ politique est explosé. Oui, mais enfin, c'est aussi du rapport de force. Vous savez très bien, la vie politique, vous en faites depuis 40 ans. Donc vous le savez. Il se trouve, oui, vous du journalisme, et il se trouve que le rapport de force, voilà, comme moi. c'est mieux. Oui. Il se trouve que je suis pas sensible au rapport de force. Ou plus exactement, je sais que dans le rapport de force, quand vous êtes obstiné à défendre quelque chose, vous êtes plus fort que ceux qui virevoltent au vent. Et donc,
ma ligne politique est d'être absolument obstiné dans des règles simples. Je défends le pluralisme et je défends l'unité. Et si on était plus nombreux dans la vie politique française, je ne me donne pas en exemple, Dieu sait que je ne suis pas un exemple, mais si on était plus nombreux à défendre le pluralisme et l'unité, je trouve que ça irait mieux. Merci François Bayrou d'avoir été ce matin sur LCI.